Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. PPP d'envergure dans le pays si nous n'arrivons pas à assainir le climat des affaires. Je l'ai dit en amont, les partenaires ne viendront pas. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires, on pourra ergoter toute la journée, toute l'année. Ils ne viendront pas parce que les conditions ne seront pas réunies. Et je vais le répéter une dernière fois, peut-être avant de clore mon propos, c'est que le tout État aujourd'hui n'existe plus. Il faut que nous ayons conscience que l'État seul n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir développer les projets, pour pouvoir améliorer les services publics. À titre illustratif, c'est que nous avons un PND 2022-2026 et lorsque nous avions adopté la loi sur le plan national de développement, nous-mêmes nous avions convenu qu'il y avait plus de 50% du financement de ce plan national de développement que nous devions aller quérir auprès du secteur privé parce que nous avions pleinement conscience à cette époque que nous n'avions pas suffisamment de financement pour financer notre plan national de développement. Pour ceux qui ont suivi le développement de ce dernier, nous sommes en 2025, on peut faire un bilan très rapide de ce que nous avons pu faire et de ce que nous n'avons pas pu faire. Et la réponse est simple, nous avons manqué de financement, nous avons manqué de trésorerie. En définitive, je peux simplement dire ici que si nous souhaitons aller vers une industrialisation réussie et une croissance soutenue par le secteur privé, nous devons donner clairement les moyens. Nous devons donner clairement les outils au secteur privé pour pouvoir investir. Pour mieux comprendre cette situation dont parle le ministre Christelle Denis Sassou Nguesso, situation d'ailleurs qu'il a souvent évoquée, mais je pense qu'il ne maîtrise pas bien le sujet. Nous pouvons aussi aller regarder du côté des études scientifiques qui ont été menées. J'invite les téléspectateurs de R7 de regarder un document sur le site de Perspective Monde, publié par l'école de politique appliquée
de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Sherbrooke au Québec, au Canada. L'université de Sherbrooke au Québec, au Canada, a fait une étude, mais vraiment méticuleuse, une étude bien fouillée, en se basant sur les données de la Banque mondiale, du FMI, les données fournies par des experts internationaux, et élaboré des analyses pour une meilleure compréhension des situations que vivent nos pays, pas que le Congo-Brazzaville, mais la plupart de nos pays. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut déjà, en parlant donc du climat des affaires, comme le dit le ministre Christelle Denis Sassou Nguesso, mais quand on prend le cas du Congo, allez regarder les graphiques, allez regarder les statistiques. Le climat des affaires au Congo, déjà, il y a eu une première hypothèse qui est posée, c'est le degré de liberté pour entreprendre. Et lui-même, Christelle Denis Sassou Nguesso le dit, pour ouvrir une entreprise, il faut des mois et des mois de parlementation avec l'administration, mais il faut aussi des complications, des corruptions, puisque obtenir les documents, ce n'est pas facile. Or, le degré de liberté pour entreprendre, et c'est très important, parce que les entreprises, si elles doivent passer des heures, des mois, des semaines pour ouvrir, pour avoir pignon sur rue, eh ben, vont aller dans des pays où c'est beaucoup plus simple. Bonjour chers téléspectateurs de R7 et bienvenue à notre chronique. Didier Mouini Ivolo, celui qui vous présente habituellement la chronique sur R7. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec les téléspectateurs qui êtes nombreux à nous suivre sur un sujet que vous avez largement abordé sur les réseaux sociaux concernant la situation économique au Congo qui ne s'améliore pas, le Congo qui reste un pays assez pauvre et les populations congolaises qui souffrent toujours du manque d'eau, manque de perspectives, manque d'emploi, manque de formation professionnelle ou de formation qualifiée et pas de vision à long terme malgré les différents plans définis par le pouvoir et par le président Denis Sassou Nguesso, malgré l'entrée dans le gouvernement de son fils Denis Christelle Sassou Nguesso, celui qui a été présenté comme l'enfant prodige et qui devrait succéder à son père et donc devrait régler tous les problèmes de notre pays. Et Dieu sait combien dans son entourage ont applaudi cette solution miracle, mais toujours attendue. Donc, tout récemment, il y a eu une sortie de ce fils prodige, Christelle Denis Sassou Nguesso, critiquant le mauvais climat des affaires au Congo, qui donc empêche ce climat des affaires qui est très mauvais et qui empêche les investisseurs de venir dans notre pays, investir, apporter de la plus-value, créer de l'emploi et donc permettre le développement. Cette intervention de Christelle Denis Sassou Nguesso se passe en 2025, ce qui est dommage et je le regrette très sincèrement. Il aurait pu commencer par nous présenter l'émergence parce que son père avait dit 2025, le Congo en 2025 atteint l'émergence. Or, pendant cette cérémonie, Christelle Denis Sassou Nguesso aurait pu commencer par nous présenter le bilan de l'émergence, là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que finalement nous sommes un pays émergent, nous sommes devenus un pays émergent, ou si l'émergence, c'est le 31 décembre 2025, puisque l'année 2025 vient juste de commencer. Or, il ne fait pas état de ce bilan. Non, le parcours, ne serait-ce que le parcours, depuis l'annonce par son père du Congo, qui doit devenir un pays émergent, jusqu'aujourd'hui, il ne nous fait pas état de ce parcours-là. Au final, il critique le mauvais climat des affaires
au Congo. Et voilà, il développe comme ça des anathèmes du genre tant que le climat des affaires ne sera pas bon, les investisseurs ne viendront pas. Et donc, c'est quoi le climat des affaires? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous, Congolais, qui ne sommes pas aux affaires, qui sommes plutôt des consommateurs, des citoyens conscients, des citoyens qui veulent seulement bien vivre dans leur pays, devons nous comprendre? Parce que quand on dit climat des affaires, mais pourquoi ce groupement de mots climat des affaires empêcherait les Congolais de bien vivre, de trouver de l'emploi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les investisseurs, les agents économiques, qui sont des agents conscients, c'est ce qu'on étudie en sciences économiques. Les agents économiques, ils ne font pas tout et n'importe quoi. Qu'il s'agisse des investisseurs, des créateurs d'emplois, ou qu'il s'agisse des ménages, des consommateurs, généralement, ils ne font pas n'importe quoi. Ce sont des agents conscients, ils sont rationnels, des agents rationnels. Et donc, qu'est-ce qui ferait que ce climat des affaires condamné par Christelle Denis Sassou Nguesso puisse changer pour que, in fine, les investisseurs viennent chez nous? Alors, comme très souvent, je suis allé regarder un peu comment, globalement, définit-on le climat des affaires. Alors, je suis tombé sur une définition de la Banque mondiale qui définit le climat des affaires comme étant un ensemble de facteurs locaux. Alors, c'est quand même intéressant puisque je m'attendais à ce que la définition puisse englober aussi les facteurs exogènes, comme souvent on l'a présenté au Congo. Rappelez-vous, Koliné Makosso, à l'Assemblée nationale, a fondé tout son argumentaire sur la pauvreté au Congo, sur l'échec des politiques publiques définies par Denis Sassou Nguesso, pilotées par le gouvernement Koliné Makosso. Cet échec a toujours eu comme cause les facteurs extérieurs, c'est-à-dire des facteurs exogènes. Or, quand on parle du climat des affaires, on parle d'un ensemble de facteurs locaux qui influencent les opportunités et les incitations pour permettre aux entreprises d'investir de façon à créer des emplois et à rendre leurs entreprises rentables. Donc, un climat des affaires, c'est surtout l'ensemble des facteurs influençant les opportunités et les incitations qui permettent aux entreprises d'investir de façon rentable, de développer leurs activités et de créer des emplois, c'est-à-dire pratiquer du travail salarié, pour ne pas parler comme ce grand penseur que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Karl Marx. Donc, lorsque dans un pays, vous voulez attirer les investisseurs, il faut donc aller regarder quel est votre climat des affaires. On a dit ensemble de facteurs qui influencent les opportunités. Alors, mais quels sont ces facteurs? Évidemment, je suis allé regarder les différents indicateurs de ces facteurs. On parle, par exemple, des indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire tout ce qui donne des informations sur l'économie locale, la force de l'économie locale, le taux de croissance économique. Or, quand on regarde au Congo, si on prend seulement entre 2020, 2021, 2022, 2023, lorsque vous regardez les statistiques, le taux de croissance au Congo en 2021 est de 1,5%. En 2022, on passe à 1,8%. En 2023, on est autour de 2%, alors même que les institutions internationales, les institutions financières et économiques internationales tablaient sur une croissance à 4%. Au final, on réalise une croissance à 2%. Dans une vidéo précédente, nous avons étudié comment mesurer la richesse créée par une entreprise. Nous avions utilisé la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, petit rappel, chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire.
Nous allons aujourd'hui nous demander comment mesurer la croissance économique d'un pays. Nous utilisons un indicateur qui s'appelle le PIB, Produit intérieur brut. Tout simplement, le PIB se mesure en additionnant les valeurs ajoutées de toutes les entreprises localisées sur le territoire national. Du coup, PIB égale somme des valeurs ajoutées. Mais attention, il n'y a pas que des entreprises qui produisent sur le territoire. Il y a également des administrations publiques qui produisent des productions non marchandes, c'est-à-dire n'ayant pas pour but de réaliser du profit, contrairement aux productions marchandes réalisées par les entreprises. Donc, le PIB est en réalité deux dimensions. La valeur ajoutée pour les entreprises, mais pour les administrations publiques, nous utilisons les coûts de production. Puisqu'il n'y a pas de prix de vente ou très faible, nous ne pouvons pas calculer de chiffre d'affaires et donc pas de valeur ajoutée. Du coup, pour savoir la richesse créée par ces administrations publiques, exemple l'éducation nationale, nous comptabilisons ce que coûte de produire ce service. On obtient donc une nouvelle formule plus complète. Le PIB inclut la somme des valeurs ajoutées qui comptabilise les richesses créées par les productions marchandes et les coûts de production qui comptabilisent les richesses créées par les administrations publiques, la production non marchande. Quelques ordres de grandeur. Le PIB de la France en 2017 équivalait à 2247 milliards d'euros. C'est-à-dire que toutes les unités productives sur le territoire français ont produit des biens et des services ayant une valeur de 2247 milliards d'euros. Nous observons que le PIB de la France a augmenté entre ces deux années. En 2016, il était de 2200 milliards d'euros. Il progresse donc. Je vous donne le top 5 des pays ayant le PIB le plus important dans le monde. États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni et la France arrive en 6e position. Maintenant que nous savons ce qu'est le PIB, nous pouvons mesurer la croissance économique. Vous entendez souvent dans les médias qu'il y a de la croissance économique ou au contraire qu'elle est trop faible. Qu'est-ce que ça veut dire ? La croissance économique signifie qu'il y a une hausse de la production de biens et de services entre deux années. Et elle se mesure par la variation du PIB entre deux années. En pourcentage. Nous venons de voir, entre 2016 et 2017, il semblerait qu'il y ait eu de la croissance économique. La France a plus produit en 2017 qu'en 2016. Nous pouvons le mesurer en pourcentage. Pour cela, nous utilisons un taux de variation. Petit rappel sur la formule du taux de variation. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. On applique avec les chiffres. Valeur d'arrivée, la date la plus proche de nous, 2247 moins valeur de départ, 2200, divisé par 2200, la valeur de départ, fois 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Nous obtenons 2,1. Ça veut donc dire que la croissance économique française entre 2016 et 2017 a été de 2,1%. Autrement dit, les administrations productives, toutes les infrastructures qui ont produit en France en 2017, ont produit 2,1% de richesse en plus par rapport à 2016. Alors, les économistes vont mieux vous expliquer les choses que moi, comme les Ngatse, les Saint-Eudes, les ministres Saint-Eudes ou encore le Ondongo, Bakabadio, qui sont autour du pouvoir. Alors, je les cite, non pas pour les pointer, mais pour vous dire qu'autour du pouvoir, vous avez des gens qui savent, qui connaissent, c'est des sachants. Bazali Bagangamayele. Et d'ailleurs, dans ma chronique précédente, je vous parlais de la trahison des cadres et des intellectuels congolais. Donc, eux, ils peuvent mieux expliquer que dans la situation économique, dans la situation des pays d'Afrique, vous partez de l'Algérie ou du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, du Congo ou du Sénégal jusqu'au Kenya ou au Mozambique, tous les pays africains, pour que la croissance économique soit génératrice d'emplois, de bien-être, du progrès social, il nous faut peut-être des croissances à deux chiffres. Parce que dans nos situations économiques en Afrique, une croissance économique de 5 à 6% n'a pas beaucoup d'impact en termes de développement. Surtout que c'est lié surtout au secteur primaire, extractif, des mines et des produits d'agriculture. Ou c'est pas si ce n'est pas le pétrole, le bois et autres.
Donc, imaginez qu'avec 5-6% de croissance, peu importe le pays africain, c'est faible pour dire qu'il y a une forte demande, il y a une forte consommation, sachant que cette croissance est souvent motivée, alimentée, expliquée par le secteur primaire et non pas par le secteur secondaire et tertiaire. Ce qui fait qu'une croissance de 1,5% à 2%, c'est vraiment rien. C'est comme si on n'avait rien réalisé. Donc, ce qui fait que lorsque les investisseurs, dont parle Christelle Denis Sassou Nguesso, regardent notre pays avec notre croissance de 1,5 à 2% ou même à 4%, mais les agents économiques extérieurs ne pourront pas venir dans un tel climat. On voit bien qu'il n'y a pas d'affaires à faire au Congo. En tout cas, en l'état actuel et avec la gouvernance actuelle. On y arrivera sur la question de la gouvernance. On va aussi regarder la demande, c'est-à-dire quelle est la composition des ménages, et notamment ce qu'on appelle en économie, que l'on soit d'accord ou pas, mon débat n'est pas idéologique, moi j'explique les choses, ce qu'on appelle la classe moyenne supérieure, la classe moyenne inférieure. Alors, la définition de la classe moyenne, elle n'est pas universelle. Dans l'économie de type moderne que nous avons hérité des différentes révolutions industrielles et surtout de la grande révolution industrielle qui commence au XVIIe et au XVIIIe siècle, eh ben, la création de l'économie moderne fait qu'on va comme ça catégoriser les couches sociales, les classes de consommation. Et donc, dans la plupart des pays, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de l'Amérique, plutôt de l'Europe, des pays européens et autres, et même chez nous, il y a cette définition de la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui soutient en grande partie l'économie. Or, souvent chez nous, nous avons ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui se sont accaparés des moyens économiques et financiers du Congo, ceux à qui appartiennent les richesses du Congo, et les pauvres, mais très pauvres. Et entre les deux, on n'a pas de façon structurée cette classe moyenne, qu'elle soit la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire avec un certain niveau de salaire, ou la classe moyenne inférieure, qui reste néanmoins une grande consommatrice pour alimenter la demande sur le marché national. Donc, quand on parle du climat des affaires, on va aussi regarder donc cette classe moyenne, la demande nationale en termes de consommation, mais on va regarder aussi le niveau d'investissement national. C'est-à-dire, lorsque Christelle Denis Sassou Nguesso, dans son exposé, parle d'aller chercher 50% de budget pour financer les projets établis en ce moment-là, mais ça suppose que les 50% autres viennent du marché intérieur. Mais le marché intérieur, ce n'est pas l'État. C'est surtout quels sont les hommes d'affaires nationaux qui apportent du capital pour investir. Donc, quel est leur niveau en termes de capacité d'investissement sur le plan national? Et c'est quand même curieux. On nous parle souvent des grands chefs, je sais pas, les Willy Etoka, ou le diamant, comment on appelle ça, le dragon en monnaie. On nous parle des chefs d'entreprise que vous voyez souvent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais lorsque le ministre Christelle Denis Sassou Nguesso parle, ces gens-là ont disparu. Mais en réalité, ces investisseurs nationaux, ce sont eux. Ce sont eux qui doivent venir expliquer en nom de quoi leurs entreprises qui sont capables de découvrir des puits de pétrole avec une capacité de production de 900 000 barils par jour. On se rappelle tous de cet épisode-là. Et ces gens-là, on ne les voit pas sur le marché national en train d'expliquer leur modèle managérial comme feraient leurs homologues dans d'autres pays, ne serait-ce que dans d'autres pays étrangers, africains, ou encore dans d'autres pays du monde. Donc, lorsque nous abordons ce sujet sur le climat des affaires, on voit bien qu'il y a comme ça des indicateurs que l'investisseur étranger dont parle beaucoup notre ministre Christelle Denis Sassou Nguesso, ces investisseurs ne viennent pas parce que
ils admirent le fils du président, le prince Aladin, ou encore le prince de Dolisie. Ça, ils s'en fichent royalement, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, ce sont des éléments factuels qui démontrent que dans ce pays-là, on peut aller investir et ne pas courir le risque de perdre notre investissement, notre capital. Les investisseurs vont aussi regarder, quand on parle du climat des affaires, ils vont aussi regarder des indicateurs sociaux, comme la qualité de la main-d'œuvre, le niveau de formation professionnelle. Est-ce que c'est un pays où on va facilement trouver de la main-d'œuvre, ou bien nous serons obligés de faire venir la main-d'œuvre de l'extérieur, ce qui risque de nous coûter très cher. Et donc, moi, j'ai de quoi investir au Congo, mais si en plus je dois ramener de la main-d'œuvre extérieure, eh bien, dans ce cas, il faut que le dialogue avec le gouvernement soit dans le sens où je dois bénéficier des allègements de charges. Parce que si je dois payer des charges sociales et des charges fiscales très chères, surtout que je ne suis même pas sûr que les étrangers que je vais faire venir vont obtenir des titres de séjour professionnels pour travailler au Congo, hein, puisque le Congo a aussi de l'immigration professionnelle. Donc, est-ce qu'ils auront leur titre de séjour? Combien les titres de séjour vont me coûter? Combien on va me taxer du fait que je fais venir des travailleurs étrangers? Donc, tout ça, ils vont le regarder. Ils vont regarder le niveau du climat social. Est-ce que le climat social porte, est-ce que la société porte en elle des éléments qui risquent de menacer la paix sociale? Le climat social, c'est quoi? Je vous parlais de la classe moyenne. Si 70% des Congolais vivent dans la pauvreté, l'investisseur peut se dire, mais à tout moment, il peut y avoir un soulèvement social. À tout moment, il peut y avoir une révolution. Parce que plus il y a des misères, attention, il y a danger. Et donc, les rares investisseurs qui peuvent venir, ce sont des investisseurs qui viendront avec de la mécanisation pour soutirer les produits du sol ou du sous-sol et rentabiliser leurs investissements rapidement, parce qu'à tout moment, le pays peut tourner vers la révolution, il peut y avoir un soulèvement populaire, et là, je ne suis pas sûr de garder mon entreprise, de garder mon outil de production, mes machines et autres qui peuvent être cassés et brûlés, donc je risque de tout perdre. La seule solution, c'est que en un temps record, il faut que je puisse rentabiliser. Et donc, le climat social, le niveau du dialogue social, le niveau d'interaction sociale entre le pouvoir et la population notamment, la qualité des relations entre le peuple et le pouvoir. Attention, je ne parle pas du pouvoir de telle ou telle personne, mais de façon générale, le peuple et le pouvoir, le peuple et l'État, quelles sont les relations? Est-ce qu'il y a des tensions ou des sources de tensions, parfois qui ne sont même pas visibles tout de suite? Est-ce que entre les institutions de la République et les populations, il y a méfiance ou il y a confiance? Et si les populations n'ont plus du tout confiance aux institutions de la République, à quel moment une goutte d'eau va déborder le vase et on risque de basculer dans la révolution? Or, si le climat social est apaisé, les gens sont contents, heureux de vivre dans leur pays, même s'il y a des difficultés, mais il y a au moins 60-70% de la population qui se retrouve dans le milieu économique, dans le marché économique, le marché de l'emploi, la consommation, la vie au quotidien. Les gens se retrouvent. À ce moment-là, évidemment, le climat des affaires est donc assaini. Je peux venir investir en toute tranquillité. Mais ils vont aussi regarder le niveau de santé, les niveaux de scolarisation, parce que ça va être pénible pour un investisseur qui arrive. Non seulement il vient avec des cadres et des techniciens, ses ouvriers, mais est-ce que ces gens-là, s'ils viennent avec leur famille, ils vont trouver des hôpitaux, des écoles, l'eau, l'électricité, en tout cas un environnement de vie assaini, pas de poubelles à côté en bas de leurs fenêtres, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on va apprécier. Mais on va apprécier aussi quoi? Le caractère juridique de ce pays. Le droit des affaires, est-ce que le droit des affaires protège les investisseurs ou bien que c'est un droit des affaires qui est monté de tel que tout investisseur est exposé au bon vouloir des dirigeants? Ils vont regarder la nature de banque, du système bancaire. Comment le système bancaire protège les investisseurs? Est-ce qu'il y a des banques capables d'assumer
l'investissement qu'on va réaliser, puisque les transactions vont passer de banque en banque. Je vous prends juste un exemple très simple qui peut aussi influencer les investisseurs, hein, que par exemple dans l'événementiel. Combien des Congolais vivant à l'étranger sont allés se marier au pays? Au final, ils ont réalisé des transactions financières via les banques et lorsqu'ils arrivent au Congo, il est difficile, voire impossible, sur 1 ou 2 semaines, qu'ils puissent retirer la totalité des sommes engagées pour réaliser leur mariage. Alors, nous, souvent, on regarde les futurs mariés qui sont pénalisés, c'est vrai, mais attention, il n'y a pas que les futurs mariés qui sont pénalisés, c'est toute la chaîne événementielle, c'est-à-dire les achats que les mariés et leurs familles allaient réaliser ne seront plus réalisés, donc les commerçants auprès desquels on allait acheter des produits ne vont pas vendre, mais les sociétés d'événementiel aussi qui devraient assurer, par exemple, de filmer, de faire les photos, d'organiser la salle, d'organiser le service. Vous voyez, donc c'est tout un circuit à partir de cet exemple simple qui fait que les gens vont avoir tendance soit à aller dans les pays où ça peut être assuré, soit de dire, écoutez, on fait le minimum syndical au Congo, et puis le grand mariage, on le réalise, par exemple, dans le pays où les pays étrangers où vivent nos frères et nos compatriotes. Donc, vous voyez que même les banques au Congo ne permettent pas. Quand on vend nos matières premières, ou quand nous on achète, parce que le Congo importe pour beaucoup de milliards les produits alimentaires. Alors, il faut déjà que Christelle Denis Sassou Nguesso dise aux Congolais quelles sont les banques au Congo qui assurent les transactions financières lorsque le Congo vend ses matières premières et lorsque le Congo importe des produits. Peu importe la nature des produits, quelles sont les banques qui assurent les transactions? Et demain, si les entreprises viennent investir au Congo, quelles seraient les banques que le Congo aurait identifiées comme des banques fiables, sérieuses, qui ne vont pas pratiquer de l'évasion de sortie d'argent de façon intempestive, de façon sauvage, et qui vont sécuriser les comptes publics. Alors, je ne reviens pas là-dessus, on a eu ce débat, il y a eu le débat au Congo autour du guichet unique du Trésor ou du guichet unique pour payer comment on appelle ça, les taxes, et puis les taxes douanières ou les charges fiscales et sociales. On a bien vu que le débat, c'est que voilà, ça a été transmis à la banque postale, qui est une banque privée, mais est-ce que cette banque a les autorisations suffisantes pour ce type d'opération? Donc, vous voyez bien que lorsque Christelle Denis Sassou Nguesso parle donc du climat des affaires, mais ce climat, ça touche plusieurs aspects. Les aspects aussi bien macroéconomiques, mais les aspects aussi de la vie quotidienne, les aspects juridiques, les aspects de paix sociale, de la sécurité sociale, de la protection de citoyens. Je peux continuer comme ça, toujours en parlant du climat des affaires, de parler aussi de la dimension infrastructure. Alors, je vais parler un peu des infrastructures énergétiques en parlant de l'eau et de l'électricité, ou encore santé, en parlant des hôpitaux, de la qualité des soins de santé, mais on peut aussi parler de l'état des routes. Si quelqu'un vient investir dans l'agriculture, mais ce n'est pas à lui, en plus, de construire les routes pour acheminer sa production vers les lieux de consommation, vers les lieux de stockage et de consommation. Comment une production d'huile de palme, je prends un exemple comme ça, comment une production d'huile de palme à Ouesso peut-elle arriver à Pointe-Noire? Par quel mécanisme routier? De Ouesso, on va passer par où? Par la route ou par le bateau, via la descente de Lubangui vers le fleuve Congo, et puis de Brazzaville, on met dans les trains jusqu'à Pointe-Noire. Donc la logistique, ça fait partie aussi de tous ces champs. Et d'ailleurs, il faut savoir que pour développer leur pays, que ce soit en Amérique, les États-Unis, le Canada, ou encore en Europe, ou encore en Asie, le chemin de fer a été un vrai élément qui a permis le développement économique. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, des villes se sont construites le long
des chemins de fer parce que ça permet les échanges. Les ports, pareil, qu'il s'agisse des ports en eau douce comme les ports fluviaux ou encore des ports maritimes sur les mers et sur les océans, les ports ont permis aussi l'éclosion économique, la croissance démographique et le développement économique de ces lieux-là. Alors, les seules villes pauvres, les seules villes côtières, portuaires pauvres, peut-être l'une des seules au monde, c'est Pointe-Noire. Comparé Pointe-Noire et les autres villes qui ont une façade maritime, la médiocrité de Pointe-Noire résulte de la médiocrité du pouvoir. On ne peut pas expliquer ça par autre chose. Donc, au final, quand j'ai pris tous ces éléments, la question qu'on peut se poser, et d'ailleurs, écoutons le ministre Christelle Denis Sassou Nguesso parler, et puis on revient sur la suite de notre analyse. PPP d'envergure dans le pays si nous n'arrivons pas à assainir le climat des affaires. Je l'ai dit en amont, les partenaires ne viendront pas. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires, on pourra ergoter toute la journée, toute l'année. Ils ne viendront pas parce que les conditions ne seront pas réunies. Et je vais le répéter une dernière fois, peut-être avant de clore mon propos, c'est que le tout État aujourd'hui n'existe plus. Il faut que nous ayons conscience que l'État seul n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir développer les projets, pour pouvoir améliorer les services publics. À titre illustratif, c'est que nous avons un PND 2022-2026 et lorsque nous avions adopté la loi sur le plan national de développement, nous-mêmes nous avions convenu qu'il y avait plus de 50% du financement de ce plan national de développement que nous devions aller quérir auprès du secteur privé parce que nous avions pleinement conscience à cette époque que nous n'avions pas suffisamment de financement pour financer notre plan national de développement. Pour ceux qui ont suivi le développement de ce dernier, nous sommes en 2025, on peut faire un bilan très rapide de ce que nous avons pu faire et de ce que nous n'avons pas pu faire. Et la réponse est simple, nous avons manqué de financement, nous avons manqué de trésorerie. En définitive, je peux simplement dire ici que si nous souhaitons aller vers une industrialisation réussie et une croissance soutenue par le secteur privé, nous devons donner clairement les moyens. Nous devons donner clairement les outils au secteur privé pour pouvoir investir. Donc, dans cette vidéo que vous venez de suivre, donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on entend le ministre de la coopération internationale et du développement public-privé, le fils du président Denis Sassou Nguesso, faire une analyse et il est très critique sur le climat des affaires au Congo. Mais la question qu'on doit se poser, qui parle? C'est qui Christelle Denis Sassou Nguesso? Au-delà d'être le fils du président, donc il peut voir son père, président de la République, tous les jours, il est ministre du gouvernement. Mais lorsque on parle du climat des affaires qui est mauvais, c'est qui le responsable? Parce que il faut se poser des bonnes questions et essayer de trouver des bonnes réponses. Et en médecine, quand on a faussé le diagnostic, on ne pourra pas trouver le traitement et la posologie idéale pour soigner un malade. Donc, si on veut soigner le patient République du Congo, le docteur Christelle Denis Sassou Nguesso doit poser le bon diagnostic, doit faire des bons examens médicaux. Quand il critique le climat des affaires qui est mauvais au Congo, mais qui est responsable du climat des affaires dans tous les pays du monde? Citez-moi un seul pays. Prenez l'exemple de n'importe quel pays qui est responsable du climat des affaires dans le pays. À qui on s'adresse? C'est au gouvernement.
c'est le gouvernement qui vote les lois, et plutôt pas qui vote les lois. C'est le gouvernement qui élabore les projets de loi, le Parlement élabore les propositions de loi. Dans tous les cas, c'est le pouvoir qui est responsable du climat des affaires. Qu'il s'agisse de s'assurer des données macroéconomiques fiables. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Le FMI a retoqué les dossiers du Congo parce que le pouvoir avait maquillé les comptes publics, notamment avait caché la dette chinoise qui était une dette colossale qui nous empêchait d'avancer. Le Congo est le pays le plus endetté de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC. La dette de la République du Congo, qu'on estimait autour de 70%, s'élève en réalité à 120% de son PIB. L'État congolais a en effet pendant des années dissimulé une partie importante de sa dette au travers de contrats pétroliers opaques. Qu'est-ce que cela signifie finalement pour son économie et pour la politique également du pays, mais aussi pour la sous-région au sens large? Nous posons la question ce matin à l'analyste financier Maïs Moussi dans le grand angle. Qu'est-ce qui peut pousser, Monsieur Moussi, bonjour d'abord, qu'est-ce qui peut pousser un pays à cacher une partie de sa dette comme le Congo a en effet été accusé de le faire par le FMI? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a poussé les autorités congolaises à dissimuler une partie de leur dette. Ce qu'on sait, c'est que la découverte de cette dette dissimulée intervient dans un contexte où l'économie congolaise est durement frappée par la baisse des prix du pétrole qui affecte de façon structurelle ses recettes. On sait aussi que la dette dissimulée du Congo est en réalité liée à l'activité pétrolière, puisque les prêteurs du Congo, dont on découvre aujourd'hui qu'ils ont une dette qui est une dette dissimulée, en fait, que les Congolais leur doivent, sont principalement des acteurs du secteur pétrolier. Premièrement, des spécialistes du négoce, donc des grands traders, généralement suisses et hollandais, et des Chinois. Donc, le Congo, en réalité, a profité du moment où les prix étaient très élevés pour prendre des gages sur son pétrole et en réalité avoir des ressources supplémentaires. Alors, si demain, il faut donc assainir le climat des affaires au Congo sur sa dimension macroéconomique, mais c'est la responsabilité du pouvoir. Nous avons parlé de l'eau et de l'électricité comme faisant partie des éléments qu'on va apprécier dans le climat des affaires. Mais c'est la responsabilité du pouvoir. Nous avons parlé des banques, des banques sécurisées, de la santé, des infrastructures. Nous sommes toujours au niveau du pouvoir. C'est la responsabilité du pouvoir. Donc, lorsque Christelle Denis Sassou Nguesso, ministre de son État, est en train de critiquer le mauvais climat des affaires au Congo, qui fait fuir les investisseurs. Et il dit lui-même, tant qu'on n'a pas réglé ce problème du mauvais climat des affaires, les investisseurs ne viendront pas. On peut toujours ergoter, hein, c'est ce qu'il a dit, on peut toujours ergoter de midi à 14h tous les jours, ils ne viendront pas. Alors, M. Christelle Denis Sassou Nguesso s'adresse à qui quand il fait ce constat d'échec? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à M. Denis Sassou Nguesso, son père, il s'adresse à son premier ministre, Koliné Makosso, et il s'adresse à tout le gouvernement et le Parlement qui est contrôlé à 95% par le PCT. Il s'adresse aussi au PCT. Alors, à ce moment-là, on aimerait savoir les comptes rendus des prochains conseils des ministres, comment ça s'est passé? Est-ce que le président de la République, le Premier ministre, le membre du gouvernement, ils ont entendu ce ministre parler, comment ils vont, à partir d'aujourd'hui, aller vers les Congolais, leur expliquer maintenant les choses, comment assainir le climat des affaires et permettre aux investisseurs de venir. L'échec ne date pas de 2025. Rappelez-vous que lorsque Christelle Denis Sassou Nguesso a été nommé ministre, très rapidement, ils étaient au moins 5, avec Koliné Makosso, Premier ministre, Thierry Mongala, ministre de la Communication, et lui-même, avec 2 autres ministres, je crois si je ne me trompe pas, ils sont venus en France, ils ont essayé de rencontrer le MEDEF, qui est le syndicat du patronat français, qui regroupe les 40 grandes entreprises, les plus grandes entreprises du CAC 40. Et donc, il n'a jamais rendu compte aux Congolais des conclusions. Il est le fils du président.
en réalité, fils du président, ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé. Il a reçu carte blanche de son père pour aller chercher les investisseurs à travers le monde. Mais où sont ces investisseurs-là? Donc, il nous fait son propre constat d'échec, comme quoi il a échoué à faire venir des investisseurs. Et la cause, c'est qui? C'est quoi? Le climat des affaires qu'on lui reprocherait peut-être. On lui a dit que le climat des affaires au Congo n'est pas bon, on ne peut pas venir. Et d'ailleurs, en parlant du climat des affaires au Congo, il y a un point important qu'on ne doit pas oublier. C'est la corruption politique. Nous devons faire attention. Le Congo reste un pays très corrompu. La corruption politique qui est définie comme un comportement de ceux qui sont au pouvoir pour s'accaparer de la richesse économique et financière du pays et de s'attribuer des avantages qui ne relèvent pas de leurs compétences ou de leurs attributions de fonctions, mais qui relèvent de la richesse qu'ils ont par rapport aux fonctions qu'ils occupent. Regardez comment sont signés des contrats miniers au Congo. C'est dans une espèce de nébuleuse que personne ne comprend. Comment on attribue le contrat d'exploration minière, d'exploitation minière, on ne sait pas. Combien d'emplois les mines, en tout cas le secteur primaire, génèrent chaque année au Congo? On ne sait pas. On est en train de détruire le nord du Congo avec une exploitation de l'or de façon sauvage par des entreprises étrangères. Et le président Mirassa sur R7 le rappelait encore il n'y a pas longtemps, mais personne ne parle. Notre pétrole, notre richesse pétrolière est gérée dans une espèce d'opacité telle que on ne sait même pas le nombre d'entreprises qui tournent autour des sociétés pétrolières. On ne sait pas à qui appartiennent ces sociétés-là. L'argent est dilapidé. Libération, le journal français Libération a expliqué longuement comment notre argent, notre richesse pétrolière était détournée par le pouvoir en place. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hellènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Donc, nous avons comme ça des gens qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a eu une utilisation des pouvoirs par les représentants du gouvernement
ou par leur famille, leurs amis proches, ou encore par leur réseau, avec comme finalité les détournements des fonds publics. Parce qu'il y a une dichotomie entre la quantité de richesse produite au Congo et le niveau de vie des Congolais. Cette richesse n'a pas permis au Congo de créer cette fameuse classe moyenne qui soutient l'économie par différents mécanismes et principalement par sa capacité à consommer. Mais à consommer quoi? À consommer tous les produits qu'on va mettre sur le marché. Les produits qu'on va mettre sur le marché, c'est quoi? Il y a l'alimentation. En premier lieu, si on peut parler, les produits de base, c'est l'alimentation. C'est l'énergie, l'eau et l'électricité. C'est l'immobilier. Entre les locataires, les propriétaires, les acheteurs, les vendeurs, il y a tout un marché immobilier aussi qui fait partie de la consommation. Et la classe moyenne, elle est là-dedans. Elle consomme tous les véhicules, qu'il s'agisse de la location, de l'achat et tout autre produit. Notamment, la classe moyenne supérieure peut avoir du soutien parce que les gens travaillent beaucoup. Ils peuvent avoir du soutien pour le ménage, pour la nourriture et tout autre, tout ce que vous, les babysitters, tout ça, ça fait partie du marché. Et donc, notre richesse est dilapidée et elle ne permet pas de créer les conditions viables dans lesquelles les Congolais doivent vivre pour que les choses marchent. Et ça, il y a une forte, comment on appelle ça? Il y a une forte corruption là-dessus. Regardez au niveau des nominations. Les nominations au Congo sont réalisées par affinité ethnique, clanique, familiale, amicale, et non pas sur la base des compétences. Le tribalisme au sens négatif, survalorisation de son identité propre, négation et rejet de l'autre, est connu pour être un obstacle à la démocratisation car contraire à la culture de l'acceptation de la différence d'autrui et de l'alternance pacifique du pouvoir. Mais ce tribalisme est aussi un obstacle au développement économique. Comment? Le tribalisme nourrit le patronage dans la société s'éloignant ainsi de la méritocratie. Que ce soit pour un emploi ou un appel d'offres dans le secteur public et privé, ce qui compte n'est pas ce que l'on sait faire, mais celui que l'on connaît. Par conséquent, ce ne sont pas les plus compétents qui sont engagés et ce ne sont pas les entreprises les plus efficientes qui accèdent aux opportunités des affaires. Dès lors, plus que la compétence et l'efficacité, c'est l'origine ethnique, la filiation, la religion, qui deviennent le critère de l'allocation des ressources. Autant dire un non-sens économique. Autrement dit, les ressources ne reçoivent pas leur meilleure valorisation, ouvrant la porte au gaspillage et à la gabegie. Cet accès aux ressources fondé sur l'identité sociale nourrit les ressentiments car ce patronage à base tribale ou ethnique conduit à l'exclusion politique et économique des autres tribus ou ethnies éloignées du cercle du pouvoir. Ainsi, dans un contexte de rareté des ressources, et de méfiance généralisée, le tribalisme conduit chaque groupe à voter sur une base ethnique afin de placer leurs représentants dans les rouages de l'appareil étatique. Ce faisant, ils vont tenter via leurs représentants élus de capter les subventions, les nominations et les services publics pour les détourner vers leur groupe au détriment du reste des autres factions. Il en découle une sorte de course effrénée à l'appropriation de l'État car c'est le seul moyen de contrôler les ressources publiques et de s'enrichir. D'où l'émergence d'une économie rentière fondée sur le patronage, le clientélisme et la corruption. Le tribalisme, en justifiant la fermeture des communautés les unes aux autres, limite les opportunités d'échange entre elles, ce qui rend la taille restreinte du marché. Cela réduit les débouchés pour les entrepreneurs et donc les opportunités d'investissement. Avec un marché de taille réduite, il n'est pas rentable d'investir en technologie et en innovation en raison des coûts fixes élevés. Ceux-ci ont besoin d'un volume de production conséquent pour être amortis, donc des marchés plus grands afin de rentabiliser les investissements. C'est la raison pour laquelle les marchés domestiques africains demeurent exigus. Cette étroitesse des marchés, combinée à la fragmentation des économies africaines, constitue un réel obstacle au décollage économique de l'Afrique. En effet, comme l'a bien expliqué Adam Smith, l'origine du développement vient l'accroissement de l'étendue du marché qui permet d'élever le degré de division du travail et de spécialisation donc de productivité et in fine d'augmentation des revenus. Malheureusement, la fragmentation des économies africaines illustrée parfaitement par la faiblesse du commerce intra-africain qui est de 11,3%, contre 50% en Asie et 70% en UE, prive les entreprises africaines d'économies d'échelle permises par une taille plus étendue du marché.
Cela trouve son origine dans le tribalisme qui empêche la consolidation de l'économie de marché. Si celle-ci n'est pas développée en Afrique, c'est parce que l'économie de marché est un grand réseau de relations anonymes. Or, par définition, le tribalisme limite les relations, en l'occurrence économiques, aux membres de la famille, du clan ou de la tribu. En instaurant une sorte de méfiance généralisée, le tribalisme empêche d'échanger avec les étrangers. Il empêche aussi de conclure des contrats avec les étrangers. La dynamique de densification des réseaux d'échange, de partenariat et d'association entre les différents acteurs économiques, s'en trouve dès lors limitée. D'ailleurs, si la plupart des entreprises en Afrique sont familiales et de petite taille, c'est en raison de ce manque de confiance en autrui. Une méfiance qui est portée par ce tribalisme pénalisant la dynamique d'investissement dans les économies africaines car plusieurs projets sont abandonnés faute de pouvoir faire confiance à quelqu'un d'étranger. Ces replis et isolements économiques nourris par le tribalisme expliquent la marginalisation économique de l'Afrique qui a raté le train de la mondialisation comparativement aux pays asiatiques par exemple. Ainsi, l'Afrique ne reçoit que 2% des îles dans le monde et sa part dans le commerce mondial ne dépasse pas les 3%. Si le tribalisme a été utilisé jadis par les colons pour garder leur mainmise sur les pays africains, depuis l'indépendance il a été instrumentalisé par les dirigeants africains aussi pour garder leur pouvoir selon le principe diviser pour mieux régner. Ainsi, le tribalisme a justifié le nationalisme et le chauvinisme, ce qui a fait le lit du protectionnisme. Au lieu de s'ouvrir et d'apprendre des autres, nos dirigeants nous ont enfermés dans des logiques réactionnaires de type nous contre eux, nous devons faire tout nous-mêmes, nous n'avons pas besoin des autres. Cela s'est traduit par de mauvaises stratégies et politiques de développement, l'autosuffisance, la substitution aux importations, les industries industrialisantes, etc. Des politiques qui n'ont fait au final que consolider la dépendance économique de l'Afrique, exacerber la pauvreté et creuser les inégalités, poussant les Africains à se réfugier dans un tribalisme protecteur. Un véritable cercle vicieux. Maintenant, ce n'est qu'en dépassant la voie étroite du tribalisme que nous serions en mesure d'offrir plus d'opportunités de créer de la richesse et des emplois. La reconstitution d'un grand marché africain boostera non seulement nos investisseurs, mais surtout offrira aux dirigeants africains un plus grand pouvoir de négociation lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de leur pays. C'est cela qui a permis à la Chine de s'imposer comme la seconde puissance économique mondiale, et non pas de simples slogans creux de chauvinisme et de sectarisme qu'ils soient à base religieuse, nationaliste, ethnique ou tribale. Et quand bien même qu'on a nommé un parent compétent, il agit en tant qu'agent public en fonction de son appartenance familiale et non pas selon les exigences de sa fiche de poste, de sa fiche de fonction. C'est-à-dire non pas les exigences de son travail. Dans la chronique précédente, je vous ai pris les exemples de M. Ludovic Ngatse et les autres qui ont des 2A en économie ou en finance, qui sont des experts comptables travaillant pour Ernst & Young. Ils sont nombreux au Congo. Quand vous regardez ces gens-là, ils ont les compétences, ceux qui ont travaillé pour ce cabinet d'expertise comptable reconnu sur le plan mondial, sur le plan international. Ils ont des compétences, ils ont produit des documents au service des gouvernements. Mais comment ils arrivent aux affaires? Ils font n'importe quoi. Ils se comportent comme tous ceux qui sont venus pour s'enrichir. Ils s'enrichissent aussi. Et c'est ça la corruption politique. Et lorsque un investisseur veut venir, s'il trouve que le climat des affaires est miné par la corruption, les fameux 10% de la conférence nationale, quand cette situation ne date pas d'aujourd'hui, ça s'ouvre à la conférence nationale, on avait déjà pointé ceux qui refusaient de signer les papiers tant qu'on ne leur donne pas les 10%. En Europe, on appelle ça les rétrocommissions. Donc, on voit bien que cette affinité clanique, familiale, ethnique, villageoise, au détriment des vraies compétences, fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en difficulté pour assainir le climat des affaires. Et je suis allé regarder les statistiques, les indices de perception de la corruption, qu'on appelle IPC. Ce sont des statistiques mondiales. J'ai regardé. Lorsque vous avez l'indice 0, c'est qu'il y a trop de corruption. Et lorsque vous avez 10, c'est qu'il n'y a pas de corruption. Entre les deux, on va de 10, pas de corruption, vers 0. Et donc, plus on descend vers 0, plus le pays est de plus en plus corrompu. Et donc,
En tête, vous trouvez des pays comme le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Suède qui ont, comment on appelle ça, un indice de perception de la corruption de 9,3. Donc, en tout cas, c'est des pays très peu corrompus. Et je vous rappelle que dans ces pays-là, allez regarder les images, les ministres n'ont pas des facilités que les ministres ont chez nous. Et quand vous regardez la Suède, le Danemark, la Finlande, je vous demande très sincèrement, je ne vous donne aucun chiffre, allez regarder les pays de la Scandinavie. Regardez ces pays-là. Regardez comment ces pays-là vivent. Regardez leur superficie et leur richesse du sol et du sous-sol. Exactement ce que nous avons. Exactement. Ils ont à peu près ce que nous avons. C'est des pays qui nous correspondent. En termes, si on fait juste une photographie, superficie, population, richesse. Et à quel niveau se situe la différence du fait que le Danemark, la Suède, la Finlande ont un niveau de vie 1000 fois plus que le Congo-Brazzaville? À quel niveau se situe la différence? Quand on sait que leurs cadres, leurs ministres ne sont pas toujours plus compétents en termes de formation de base que les ministres, certains ministres ou responsables que nous avons au Congo-Brazzaville. Ils ont donc un indice de perception de la corruption proche de 10, lorsque les États-Unis, alors j'ai pris ça pour que vous puissiez voir, lorsque les États-Unis sont à 7,3 et se classe 18e, la France est à 6,9 et se classe 23e, l'Espagne 6,5, 28e, et le premier pays africain, c'est le Cap-Vert, avec 5,1, qui se classe 47e. Rassurez-vous que nos amis les Rwandais comprennent comme modèle, semble-t-il, qu'ils vont développer le Congo, qui vont exploiter. Le président Mirassa l'a longuement expliqué sur R7 avec le journaliste d'investigation Christian Perrin. On apprend que les Rwandais sont déjà à Aubéville en train de planter le ricin, mais ça c'est un autre sujet. Ou encore à Maluku, c'est l'ambassadeur du Rwanda qui va expliquer. Écoutez l'ambassadeur du Rwanda, regardez la vidéo, l'émission Droit de savoir de Christian Perrin, invité le président Mirassa. Regardez, vous serez choqués. C'est l'ambassadeur du Rwanda dit, je suis allé expliquer que les choses sont en train d'avancer. Nous sommes au Congo. Notre gouvernement ne sait pas que les choses avancent. Le président du Congo ne sait pas que les choses avancent à Maluku, à 2 pas de tout le gouvernement. Mais c'est l'ambassadeur rwandais qui va à Maluku et qui va leur dire, bon, rassurez-vous, les choses avancent, les Congolais vont trouver de l'emploi, il y aura beaucoup de Congolais qui vont sortir de la misère. Tout comme à Aubéville, c'est lui qui va les rassurer. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui dit, ne vous inquiétez pas, les villageois autour de la Bouenza à Aubéville, ils auront des contrats, ils vont sortir de la misère. Mais on marche sur la tête dans ce pays-là. Et vous voulez que les investisseurs viennent dans un pays où un ambassadeur d'un pays comme le Rwanda, qui a la dimension du Niari, qui vient donner des leçons à tout un gouvernement, un ambassadeur qui met pratiquement tout le pouvoir sous tutelle, puisque c'est lui qui déclare que c'est bon, les accords sont appliqués, les Congolais n'en veulent pas, mais c'est pas grave, je m'en fiche, mais je fais mon business, j'ai été à Aubéville, et ça, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les investisseurs qui voient ça, ils savent que tôt ou tard, il y aura une révolte populaire. Ces plantations-là seront brûlées. Il y aura de la brutalité parce que tel que les choses se fassent, dans aucun pays du monde, un ambassadeur peut se permettre comme ça, sur la chaîne nationale de ce pays-là, de parler du pays hôte, sauf au Congo. Et donc, le jour où la révolution du fleuve arrivera, les investisseurs perdront. Ils savent. Donc, ils ne viendront pas. Ils ne viendront jamais. La preuve, vous avez sillonné le monde entier, vous n'en avez ramené aucun. Et en 2025, vous faites le constat encore, ce n'est pas la première fois que Christelle Denis Sassou Nguesso parle du climat des affaires au Congo. Et une fois de plus, il revient faire le constat. Mais c'est normal puisque vous ne maîtrisez rien, vous ne contrôlez rien. Quand on vous demande dans quel secteur économique vous cherchez des investisseurs, vous ne savez pas. Et les Rwandais sont mieux placés pour vous dire dans quel secteur, eux, ils peuvent
intervenir au Congo et créer de l'emploi au Congo. Mais vous n'en êtes pas capable. Donc, vous imaginez que dans un tel pays, on appelle ce système de la corruption politique. La corruption endémique en Afrique, une entrave au développement. Voici la liste des 20 pays les plus corrompus en Afrique en 2025. La corruption reste l'un des plus grands obstacles au développement économique et social en Afrique. Elle engendre un climat d'insécurité, mine la confiance des citoyens envers leur gouvernement et favorise l'injustice sociale. Dans le rapport annuel de Transparency International, l'indice de perception de la corruption, IPC, classe les pays selon leur niveau de corruption perçu dans le secteur public. En 2023, plusieurs pays africains figurent parmi les plus corrompus du monde, ce qui montre l'ampleur du phénomène et la nécessité d'y remédier pour favoriser la stabilité et la croissance. La corruption est un problème persistant dans plusieurs pays africains, et elle est souvent évaluée par des indices comme l'indice de perception de la corruption de Transparency International, qui classe les pays en fonction de la perception de la corruption dans le secteur public. Voici une description des 20 pays les plus corrompus en Afrique, avec les causes principales et des détails pour chaque pays. 1. Somalie. Cause: conflit prolongé, faible gouvernance, groupe terroriste, faiblesse des institutions étatiques. Détail: la Somalie souffre d'une insécurité politique et militaire, et les institutions gouvernementales sont souvent manipulées par des intérêts privés. 2. Soudan du Sud. Cause: guerre civile, économie de rente, corruption des élites. Détail: les ressources pétrolières sont souvent exploitées par des élites au détriment du peuple, et la guerre civile a dévasté les institutions. 3. Soudan. Cause: instabilité politique, coups d'État répétés, monopole des ressources par l'élite militaire. Détail: les militaires contrôlent de larges secteurs de l'économie, et le manque de démocratie favorise la corruption. 4. Libye. Cause: conflit post-Kadhafi, faiblesse des institutions, fragmentation politique. Détail: la corruption est exacerbée par la concurrence entre milices et par la faiblesse de l'État central. 5. Guinée équatoriale. Cause: économie dépendante du pétrole, concentration du pouvoir entre les mains de la famille présidentielle. Détail: la richesse nationale est souvent contrôlée par la famille du président Teodoro Obiang, avec peu de bénéfices pour la population. 6. République centrafricaine. Cause: conflits ethniques, influence de groupes armés, faible gouvernance. Détail: les ressources minières sont contrôlées par des groupes armés, et la corruption est endémique dans l'administration publique. 7. Tchad. Cause: domination par des élites militaires, pauvreté, faible gouvernance. Détail: le pays est marqué par une concentration de pouvoir militaire, et les institutions civiles sont sous-développées. 8. Congo-Brazzaville, République du Congo. Cause: rente pétrolière, concentration du pouvoir, mauvaise gestion des fonds publics. Détail: le gouvernement est accusé de siphonner les revenus pétroliers pour financer les élites politiques. Donc, le Rwanda se classe 103e, avec un indice de perception de la corruption de 3. On est déjà proche de 0. Si on continue, le Congo-Brazzaville se classe 158e sur 180 pays. On est 158e sur 180 pays et on a un indice de perception de la corruption de 1,9. 0 étant le pays le plus corrompu. Mais nous sommes à 1,9. De 10, nous sommes à 1,9. Je vous passe les autres pays qui sont encore plus que nous. Mais qu'est-ce qu'on doit relever? L'investisseur, il voit ça. Il dit, mais regardez, non seulement sur le plan macroéconomique, ils maquillent leurs comptes, ils cafouillent, ils mentent. Donc, quand moi je voudrais investir, je vais avoir besoin des données macroéconomiques, mais je ne suis pas sûr si c'est vrai. Je ne suis pas sûr, puisque c'est un gouvernement qui ment. Lorsque je vais regarder le dialogue social, les infrastructures, le gouvernement n'écoute pas ce que dit le peuple. Quand le peuple refuse un projet que tout le monde voit que c'est dangereux, le gouvernement passe outre et continue quand même avec un ambassadeur d'un pays comme le Rwanda qui fait n'importe quoi. Et en plus, sur l'indice de perception de la corruption, ils sont 158e avec 1,9 de valeur. Mais dans ce cas, moi, c'est un pays qui ne m'attire pas en termes d'investissement. C'est pas possible. Si j'investis là-bas, déjà qu'il n'y a pas de consommateurs, la demande, on ne la connaît pas, et en plus, ils sont tous corrompus. Tout le système économique et financier est vissé
par le pouvoir en place, violant de façon flagrante les lois de la concurrence définies par les grands économistes Adam Smith. Mais demandez encore, les économistes sont avec vous dans le gouvernement, monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que Adam Smith dit de la liberté d'opérer dans l'économie? Les lois de la concurrence. Allez regarder, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Mais c'est ce que Bakabadio enseigne à la faculté des sciences économiques. C'est ce que Ngatse enseigne à l'Institut de gestion. Mais vous voyez une fois de plus, c'est ce qu'ils enseignent eux. Quand vous regardez au sein du gouvernement, tous ceux qui ont fait des DEA, des DESS, des masters, des doctorats, c'est ce qu'ils enseignent à leurs étudiants. Et pourquoi, quand ils arrivent au gouvernement, ils acceptent que le pays soit corrompu à ce point? Ils acceptent de faire le contraire de ce qu'ils enseignent et de ce qu'ils, non seulement de ce qu'ils ont étudié pour avoir leur diplôme, mais de ce qu'ils enseignent. Parce que la réalité congolaise, telle que le font les Ngatse et les autres, ce qu'ils enseignent ça à l'Institut de gestion. Moi, je suis étudiant de M. Ngatse ou de Bakabadio. Si on m'interroge sur la, comment on appelle, la liberté d'entreprendre, le climat des affaires, mais je prendrai le modèle du Congo et je verrai quelle note ils vont me donner, puisque ce sont les maîtres de cette réalité-là. Quand on va me demander les lois de la concurrence, mais je vais citer ce que dit Adam Smith et les autres, mais je vais surtout dire non, ce qu'ils disent là, ce n'est pas nécessaire. Au Congo, nous voilà ce que nous appliquons. Et je verrai s'ils vont me donner une bonne note. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Dans certaines ethnies ou tribus au Congo, on dit Pakikumak Atimuchi. C'est au pied de l'arbre qu'on sait qui sait monter, qui ne sait pas monter. Et Rabelais, le grand pédagogue, avait coutume de dire nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Comme disent mes parents congolari, Tintsamu Dabangacho. Mais qu'est-ce que vous faites lorsque les Ngacho, ceux qui connaissent le Tintsamu, c'est-à-dire le maître des jeux, commencent à tricher et à bricoler avec le jeu qu'ils ont appris? Officiez la science telle que vous l'avez étudiée. Faites évoluer la science au Congo telle que vous l'avez apprise. Appliquez la science dans nos réalités en nous, mais en respectant les lois fondamentales. On ne triche pas avec les lois fondamentales. Or, ce que nous faisons au Congo, nous trichons avec les lois fondamentales. Christelle Denis Sassou Nguesso qui vient critiquer le climat des affaires. Mais il est responsable du climat des affaires en tant que ministre. C'est son père qui a instauré ce climat-là. On apprend qu'en 2021, on demande de déplacer les comptes du Trésor vers la banque postale. Quel est l'investisseur qui accepterait ça? Et pourquoi vous l'avez fait? Vous faites ça et vous croyez que les autres ne savent pas? Mais ils le savent. Et vous voulez qu'ils viennent investir? Mais ils ne viendront pas. Alors, au final, qui est Christelle Sassou Nguesso et qui est le gouvernement, le pouvoir au Congo? Mes chers compatriotes, je vais vous donner deux concepts qui qualifient le pouvoir que nous avons et qui justifient la position du CRC d'aller vers la révolution du fleuve. Une fois de plus, nous vous faisons la démonstration qu'avec ce pouvoir, nous n'irons nulle part, sauf à les mettre dehors, sauf à nettoyer toute cette saleté qu'on n'arrête pas de vous démontrer. Christelle Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, Colline Makosso et tout le gouvernement, ce sont ce qu'on appelle des pompiers pyromanes. Premier concept, pompiers pyromanes. C'est-à-dire, ce sont eux qui allument les feux, ce sont eux qui créent du désordre, ce sont eux qui foutent la pagaille, ce sont eux qui mettent la corruption partout, qui détruisent le pays. Mais derrière, ils essaient de venir vous dire, nous sommes des pompiers, on vient éteindre les feux, on vous aime, on va vous empêcher de vous brûler, on va faire de sorte que le feu ne brûle pas le village, nous sommes les gentils. Pyromane, la nuit, pompier le jour quand le feu prend. La nuit, en obscurité, de façon cachée, ils signent des choses, ils signent des contrats, ils prennent des décisions. Et en plein jour, quand le feu commence à brûler tout le village, oulala, il y a le feu, motoye, tia, ils viennent jouer le rôle des pompiers. Mais c'est, comme disent certains jeunes, c'est une dinguerie.
Ce pouvoir est une véritable dinguerie. Que le président Mirassa critique le climat des affaires, mais il a raison. Il n'est pas au pouvoir. Que des journalistes critiquent le climat des affaires, ils ont raison. Ils ne sont pas au pouvoir. Que les citoyens critiquent le climat des affaires, ils ont raison. Ils ne sont pas au pouvoir. Mais qu'un ministre critique le climat des affaires, mais c'est de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? À l'époque, en 2014-2015, lorsqu'il s'agissait de changer la Constitution, écoutez le ministre Alain Akwala. Pourquoi faut-il changer la Constitution? Parce que cette Constitution a favorisé la corruption et la Constitution de 2015 qu'on est en train de proposer va nous permettre de mieux lutter contre la corruption. À l'époque, il est ministre des zones économiques spéciales. Or, lorsqu'un ministre est en train de vous dire que nous sommes un pays corrompu, à l'époque, j'intervenais déjà en disant, c'est qu'il connaît les corrompus et les corrupteurs. Mais puisqu'il est ministre du gouvernement et qu'il connaît les corrompus et ceux qui les corrompent et les corrupteurs, mais il n'a qu'à engager une action en justice pour les faire arrêter et les faire condamner. Et d'autre part, il doit donc initier des projets de loi de lutte contre la corruption et non pas changer une constitution. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Au final, on a changé la constitution. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution et on se rend toujours compte que nous sommes 158e sur l'indice de la corruption dans le monde. Mais le pire, c'est que les mêmes ministres commencent à critiquer le climat des affaires qu'ils ont eux-mêmes généré. Pompiers, pyromanes. Deuxième concept que je partage avec vous. Et là, on bascule du côté, mais carrément de la pathologie psychiatrique. Et ça, je suis sérieux là-dessus. On verse dans la pathologie psychiatrique. Si vous demandez aux psychologues cliniciens, aux psychiatres, aux psychanalystes, ils vous diront que ces gens-là, Christelle Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, Colline Makosso, tout le gouvernement, ils souffrent d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Munchausen inversé. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous rendent malade, mais vraiment malade, qui font tout pour vous rendre malade. Par exemple, qui vont mettre n'importe quoi dans la nourriture pour que vous tombiez malade, qui peuvent mettre n'importe quoi dans l'eau pour que vous tombiez malade, qui vont tout faire, vous mettre de n'importe quoi dans les draps pour que vous tombiez malade. Et une fois que vous êtes malade, ils vont déployer une énergie incommensurable pour vous apporter des soins, vous soigner, en tout cas vous promettre la guérison. Donc, les mêmes qui vous rendent malade, ils vous demandent, ils vous font croire qu'ils vont encore vous soigner. Et quand vous serez guéri, ils vont encore vous rendre malade, ils vont encore vous soigner, en tout cas faire le tout pour que vous soyez soigné, vous montrer qu'ils sont là, ah mais ne t'inquiète pas, je suis là, je vais prendre soin de toi, tiens tes comprimés, tiens tes pommades, j'appelle le médecin, j'appelle les urgences, je t'amène à l'hôpital. Alors que c'est lui qui est en train de te rendre malade. Et en psychologie clinique ou en psychiatrie, on appelle ça le syndrome de Munchausen inversé. Donc voilà les deux pathologies dont souffrent nos dirigeants. Et donc avec ces gens-là, vous n'arriverez à rien. Pas de plus, vous n'arriverez à rien. Ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour eux. Le CRC n'arrête pas de vous le dire et le CRC n'arrête pas de vous inviter à la révolution. Le constat, ils le font eux-mêmes. Autre constat qui montre que ce sont des pompiers pyromanes. Akbouya, ministre des Grands Travaux. Il est à Pointe-Noire. Alors, l'avenue Sassou Nguesso, l'avenue Edith, l'avenue Antoinette, bon, ok. Mais regardez l'état des routes et regardez les entreprises. Alors, on aperçoit à peine un tracteur, je ne sais pas quel engin. Et écoutez ce que le ministre dit. Il est menaçant. Il est menaçant envers ceux qui font les travaux. Il leur parle de cahier de charge. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Si vous ne terminez pas à temps, je vous retire, je donne à une autre entreprise. Mais, monsieur Bouya, où sont passés les milliards pour goudronner 135 km de route? Question d'un député PCT. On a concédé au Premier ministre.
Monsieur le ministre, si vous avez des ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez déjà dit, mais j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président on parle des accords avec le FMI? D'ici là, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au matériel qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et son gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Monsieur Bouya se rappelle de ça? Maintenant que monsieur Bouya est allé importuner, le ministre Bouya va menacer ces entreprises, peut-il publier le cahier de charges? Peut-il publier tous les documents en lien avec ces voies qu'on n'arrive pas à goudronner? Comment cette entreprise a été choisie? Quelles ont été les autres entreprises? Quelle a été la procédure de sollicitation au titre d'appel d'offres? Comment a été rédigé l'appel d'offres? Est-ce qu'on peut publier l'appel d'offres? Et peut-on nous rendre clair la façon dont le gouvernement fait ses appels d'offres? Quelle est la méthodologie de travail? Comment les entreprises candidatent? Comment les dossiers sont étudiés au niveau du gouvernement? Et au nom de quoi on va choisir telle ou telle entreprise? Faisons la transparence. Inutile de nous faire une espèce de cinéma pour venir faire croire aux Congolais qu'on prend les choses au sérieux, alors que le ministre Bouya a été capable de prendre l'équivalent des 135 km de route à goudronner et cet argent a disparu. Le ministre Bouya a piloté les travaux de construction du nouveau marché de Wenze. Le marché est resté 4 milliards 500 millions ont été dépensés, mais le ministre Bouya dit que ce n'était pas suffisant et j'en demande encore. Il publie là aussi tous les documents permettant aux Congolais d'apprécier si ce qu'il dit est vrai, si le niveau de dépense correspond aux produits qu'on a, les quelques pylônes et les quelques bétons. Et donc, diligenter, quand c'est comme ça, sur ces routes-là à Pointe-Noire, et comme pour le marché de Wenze et tous les autres éléments, il faut donc faire un audit ou des audits, de sorte qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quelles en sont les responsabilités et s'il faut prendre des sanctions. Or, c'est lui qui a choisi cette entreprise. Il le savait. Il n'a pas découvert d'aujourd'hui que cette entreprise ne fait pas le job. Et donc, vu qu'il est beaucoup critiqué ces derniers temps, il fait semblant de venir à Pointe-Noire, amuser la galerie pour dire que le ministre n'est pour rien. Non, il est responsable, numéro 1. Donc, il ne vient pas faire semblant qu'il vient pour trouver des solutions. C'est lui qui a créé le problème. Et il n'en a pas la solution. Et vous verrez que ces routes-là ne seront pas goudronnées. Et nous revenons à la solution ultime qui reste la révolution du fleuve pour chasser tout ce monde-là qui nous amuse depuis des années. Maintenant, si on veut assainir le climat des affaires, Christelle Denis Sassou Nguesso parle même de sanctionner les juges parce que le juge qui prenne des mauvaises décisions. Mais je rappelle que dans la Constitution, il y a la séparation du pouvoir. Au titre de la séparation du pouvoir, un ministre n'a pas d'appréciation à donner sur les décisions judiciaires parce que les juges sont, comment on appelle ça? Les juges sont libres de rendre le droit. Les juges rendent le droit. Si le juge a pris une décision qui n'est pas bonne selon les acteurs en présence, il appartient aux acteurs
de faire appel des décisions judiciaires. Mais il n'appartient pas à un ministre qui doit garantir la liberté de la justice, de dire il faut sanctionner les juges qui prennent les mauvaises décisions. Mais M. Christelle Denis Sassou Nguesso était PDG de la SNPC. Il a pris des mauvaises décisions qui ont fait couler la SNPC. Quelle a été la sanction pour lui? Ah oui, il a été sanctionné et on l'a nommé ministre. Donc la sanction, c'était de prendre un poste au gouvernement. Et depuis qu'il est là, il a réussi quoi, Christelle Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qu'il a réussi? Quel est son bilan? Ah oui, son bilan est négatif, mais il va succéder à son père. Vous voyez? Donc pour eux, les gouvernants, malgré leur médiocrité, on ne peut pas les sanctionner, il faut les applaudir. Mais pour le juge, on va dire qu'il a rendu un mauvais jugement, mais le climat des affaires, ce n'est pas le problème des juges. Les juges ne décident pas des lois de la République. Les juges appliquent les lois de la République. Les lois qui sont votées par le Parlement, promulguées par le président de la République, publiées au journal officiel. Et les juges, leur problème, c'est appliquer les lois. Si le juge applique une loi qui n'est pas inscrite dans la République, oui, on peut dire qu'il fait n'importe quoi. Mais tant que le juge rend justice selon les lois de la République, au nom de quoi on va sanctionner un juge? Il faut plutôt sanctionner les membres du gouvernement qui ont montré leur médiocrité. Plus globalement, je vous fais 2-3 propositions. Si on veut assainir les climats des affaires, nous l'avons dit, la sécurisation des comptes publics. Sécuriser les comptes publics. Les comptes publics sont des comptes au trésor public domiciliés à la Banque des États de l'Afrique centrale, puisque nous avons une monnaie commune avec les autres pays. Et donc, toute écriture est tracée. Toute écriture est tracée. Deuxièmement, pour toute dépense publique, il n'y a pas des espèces. Il n'y a que carte bleue, chèque, virement. Et celui qui demande, j'ai souvent pris l'exemple des ambulances au CHU, parce que c'est plus simple et c'est plus parlant, c'est très pédagogique. Si le CHU a besoin d'ambulance, le CHU, dans son budget prévisionnel, note que j'ai besoin de 20 ambulances. Si le budget est validé par le ministère de la Santé et retenu dans la loi des finances, à ce moment-là, le CHU obtient ses autorisations budgétaires et le CHU peut acheter ses 20 ambulances. Mais le CHU, pour les acheter, fait la commande. D'abord, fait un appel d'offres, c'est-à-dire retient 3, 4, 5 entreprises qui peuvent fournir les ambulances, choisit le modèle qui l'intéresse en fonction de ses besoins, en fonction de son activité et en tenant compte des coûts, c'est-à-dire le budget autorisé. Une fois que c'est fait, c'est le service comptable, alors on peut appeler ça autrement. Une fois que le directeur, avec ses agents spécialisés, ses services hospitaliers ont retenu, ses agents de direction, c'est le service comptable qui renvoie le choix, validé par la direction. Une fois que c'est livré, c'est le service finance qui se charge soit du virement, et en l'occurrence, il faut que ça soit par virement, de sorte que le Trésor puisse suivre les dépenses, de sorte que la Banque des États de l'Afrique centrale puisse suivre les dépenses, mais de sorte que aussi, et ça manque beaucoup chez nous, les institutions de recherche en économie, en santé, en finance, puissent avoir accès à ces données-là pour leurs études, pour leur analyse sur la conjoncture économique, la conjoncture santé, les situations de santé au Congo. Et donc, à aucun moment, le directeur de CHU ne touche les espèces. Il signe les papiers, il valide les dépenses. Au niveau des ministères, pareil. Et au niveau même des entreprises privées, c'est la responsabilité du gouvernement d'interdire l'usage de l'argent espèce parce que c'est propre à la corruption et à la fuite des capitaux, à la fuite des richesses. Et d'ailleurs, on a arrêté 2 individus ou 3 individus à Pointe-Noire qui ont volé 100 millions de francs CFA dans les bureaux d'une entreprise chinoise. Et souvenez-vous, je vous ai dit, qu'est-ce que 100 millions font dans des bureaux des entreprises, soient-elles privées? 100 millions, c'est dans un compte en banque.
Parce que dans les 100 millions, il y a peut-être 30 millions qui devaient revenir à l'État sur la base de la fiscalité. Mais puisque les choses se passent de gré à gré, de main en main, en espèces, l'État, ça lui échappe. Et c'est pour cela que dans beaucoup de pays, on limite pour certaines transactions l'utilisation de l'argent espèce parce que ça échappe à l'État. Pour assainir le climat des affaires, mais il faut aussi que nous ayons nous-mêmes nos hommes et nos femmes d'affaires. Or, les femmes ou les hommes d'affaires fabriqués de toutes pièces, qui n'ont aucune notion du business, qui n'ont aucune notion de l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est quoi? Ce n'est pas seulement Total, ce n'est pas seulement des grandes entreprises. Moi, je vous assure, moi, président, je commence, entre autres, par former ces hommes et ces femmes qui vendent au marché de Wenze, au marché de Talangayi, au marché de Pakongo, au marché d'Owisso, au marché de Pointe-Noire, partout. Ces commerçants, on les forme, on les apporte de la compétence dans la gestion de leur capital. Des petites formations. On peut trouver des bons formateurs pour leur donner des petites formations d'auto-entrepreneurs, des choses simples. Leur permettre de comprendre comment fonctionne une petite et moyenne entreprise. Il faut savoir que M. Christelle Denis Sassou Nguesso, vous ne pourrez pas, si vous n'avez pas de petites et moyennes entreprises, attirer beaucoup d'investisseurs. Parce que si vous attirez des grands investisseurs dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire, la pharmacopée, ou même le commerce, mais ils ont besoin des petites et moyennes entreprises pour soutenir leur propre action, leur propre activité. Regardez, allez poser la question à Total, allez poser la question à Eni, posez la question aux grands groupes commerciaux à travers le monde. Ces groupes travaillent avec des petites et moyennes industries, des petites et moyennes entreprises. L'économie n'est pas soutenue par les grandes firmes, par les multinationales. Les multinationales drivent les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises. Et ce sont elles qui créent la plupart des emplois aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Chine. Ce sont les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries au service de Airbus, au service de Boeing, au service de Total, au service de Carrefour, de Auchan, et donc qui vont soutenir l'économie et qui vont être des vraies entreprises créatrices de la plupart des emplois. Donc, il faut donc former déjà ces jeunes qui ont la fibre commerciale, la fibre du business, les chauffeurs de 100, les chauffeurs de taxi. L'État peut prendre à sa charge 2 jours de formation par mois sur les techniques d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on fait des petites entreprises familiales, peut-être des grandes entreprises sur le plan national, je n'ai pas envie de dire sur le plan international, pourquoi pas? Mais c'est une pensée, c'est une projection. Or, vous êtes tellement collé aux matières premières que vous êtes en train de vider, vous ne voyez pas plus loin que ça. Et c'est ce qui fait que lorsque les investisseurs étrangers veulent venir au Congo, mais ils se demandent avec qui je vais m'allier. Déjà, il n'est pas possible qu'une entreprise au Congo vienne et l'entreprise détienne 100% de son capital. Ce n'est pas possible. Il va y avoir fuite des capitaux. Et donc, les entreprises ou les commerces de l'Afrique de l'Ouest ou encore des autres pays, des Libanais et autres, les Chinois, ils font sortir des milliards de francs CFA chaque année au détriment de nos comptes publics. Et c'est tout ça qu'il faut sécuriser. Et donc, on ne peut permettre à ces entreprises de s'installer que dans des zones que nous contrôlons, que l'État contrôle. Et ces entreprises doivent s'allier avec des entreprises nationales. Un autre exemple, je vous parlais des commerçants, mais on peut prendre des étudiants. Les étudiants qu'on forme dans les écoles de commerce partout dans le monde, dans des instituts de gestion. Et ces étudiants-là peuvent bénéficier du soutien de l'État à travers ces banques d'investissement, ces banques commerciales, pour que ces étudiants créent des entreprises, l'État finance un premier capital et eux, ils vont s'allier avec ces investisseurs qui vont venir, de sorte que l'investisseur ne peut pas détenir plus de 50% de l'entreprise. Et donc, l'investisseur peut détenir 40%, et les 60% qui restent
il faut que ce soit 2 porteurs de portefeuille aussi. Comme ça, on est sécurisé. Parce que s'il n'y a qu'un seul, on court un risque de banqueroute. S'ils sont 2, oui, mais s'ils sont 3, et plus l'État qui va peut-être prendre ne fût-ce que 10%, 15, 20% maximum des parts de cette entreprise, et ça va constituer pour l'État une part minoritaire mais de blocage, de sorte que le jour où l'entreprise est en difficulté, l'État peut intervenir. Donc, voilà quelques solutions qu'on peut aller explorer pour assainir le climat des affaires chez nous. Et puis, éviter cette affinité clanique dans les nominations, dans les attributions des marchés. Je veux vous demander une chose. Allez regarder le discours à la nation de Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'il parle, la pluie, malgré sa violence, ne pourra pas tordre les rayons du soleil. C'est bien, une très belle phrase. Le vent, c'est le vent. Le vent, malgré sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. C'est bien, une très belle phrase. La pluie, malgré sa force, ne peut pas effacer les rayures de la panthère. Joli. Mais les gens se sont focalisés sur ces phrases-là. Mais regardez la salle. Moi, je me suis intéressé aux personnes dans la salle. Dans cette salle, si vous dites tous ceux qui sont de la famille biologique de Denis Sassou Nguesso, je dis bien biologique, fils, fille, nièce, neveu, cousin, cousine, oncle, tante, les liens biologiques avec Denis Sassou Nguesso, quittez la salle. Vous avez au moins le quart de la salle qui sort. Regardez la vidéo, vous les connaissez. Vous avez au moins le quart qui sort. Si vous dites la belle famille de quitter la salle, eh bien, vous avez encore un quart qui peut sortir. Donc, vous voyez que nous sommes dans une réalité de pays où, au gouvernement, à l'Assemblée et au Sénat, vous avez, nombreux sont les enfants du président, filles, fils, les nièces, les neveux, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, et de plus en plus, des beaux-fils ou des belles-filles. Vous avez des ministres aujourd'hui, pour avoir la garantie de rester au gouvernement, vont épouser les filles du président de la République. Vous avez vu le mariage ces derniers temps. Ministre du gouvernement, mais qui va épouser la fille du président. Donc, dans un tel contexte, comment voulez-vous que les gens viennent? Donc, il faut séparer le monde politique du monde des affaires, parce que chez nous, les investisseurs ne peuvent pas venir dès lors qu'ils savent que le monde des affaires a été récupéré par les hommes et les femmes politiques, c'est-à-dire la famille du président, les enfants du président, les amis de ceux qui sont au pouvoir. Donc, en cas de conflit, il n'y a aucun tribunal qui pourra trancher en ma faveur, même si j'ai raison, puisqu'il s'agit des hommes au pouvoir. Et que le ministre lui-même dit, on va sanctionner les juges qui prendront des mauvaises décisions. Donc, on voit bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on peut beau critiquer, ça ne marchera pas. Il faut permettre donc une séparation entre les affaires et le pouvoir politique. Et le pouvoir politique est là pour protéger les affaires, c'est-à-dire les hommes d'affaires nationaux. Et que lorsque les investisseurs étrangers viennent, eh bien, il faut se mettre d'accord sur le cadre réglementaire, le cadre juridique, le cadre légal, et que tout le monde s'engage à respecter ce cadre-là. Si on se sépare à l'amiable. Mais si on commence à faire le gangstérisme, eh ben, ça ne marchera pas. Et pour le moment, nous sommes dans une situation d'un pouvoir de gangsters, ce qui fait que on ne pourra pas attirer les investisseurs étrangers, quoi que l'on fasse. Donc, pour sortir de cette situation de pompier pyromane et de Munchausen, du syndrome de Munchausen inversé, soit les Congolais sont capables de faire cesser cette réalité, mais nous savons très bien que ce n'est pas possible. La seule chose qui soit possible pour que ça marche, il faut la révolution du fleuve. Il faut que le peuple congolais se soulève contre ce pouvoir, chasse ce pouvoir, pour que demain, les Congolais vivent le mieux possible. Je pense que j'ai été assez clair dans la réponse qu'il fallait apporter à Christelle Denis Sassou Nguesso, qui, dans ses voyages psychiques, ne se rend pas compte que c'est lui qui allume le feu avec la bande à papa. C'est lui qui est responsable de cette situation-là. Et d'ailleurs, il a été nommé
pour traiter le problème, mais il ne l'a pas traité. Et donc, il ne peut pas en vouloir au juge, il ne peut pas critiquer dans le vide le climat des affaires. Il s'agit de prendre sur lui et d'inviter ses camarades ministres à changer de comportement. Donc, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et que vous allez apprécier, liker, commenter, partager et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à R7 pour ne rien manquer de nos chroniques et autres émissions. Mais sachez-le, la seule chose qui va faire que nous puissions sortir de cette situation, c'est la révolution du fleuve. Quand on descend aussi bas dans la corruption politique, la dernière chose qui reste, c'est que le peuple, qui est le souverain primaire, reprenne sa force, ses droits et impose plutôt sa réalité à elle et non pas la réalité du dictateur comme c'est imposé jusqu'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour nos nouvelles chroniques.